Bonjour, bonsoir ou bon après-midi selon les endroits où vous êtes et d'où vous suivez cette chaîne, la chaîne indépendante du journaliste et chroniqueur mauritanien Mohamed Chigali. Cette chaîne diffuse des programmes et des chroniques sur des sujets dominants de l'actualité nationale et internationale à destination de la classe intellectuelle et politique de la Mauritanie et du continent africain. Abonnez-vous dès à présent à cette chaîne pour ne pas manquer certaines de nos chroniques qui traitent des sujets tabous ou des sujets qui fâchent. Abonnez-vous en cliquant sur la cloche pour rester connecté sur nos programmes. Vous pouvez, si vous le voulez, contribuer au débat sur le sujet de votre choix en appelant le numéro qui s'affiche en bas et à droite de l'écran. Merci pour votre aimable attention. Bonjour, bonsoir ou bon après-midi selon les endroits où vous êtes et d'où vous me suivez en ce moment. Moi, c'est Mohamed Chigali, je suis journaliste, je suis mauritanien et je suis indépendant. Effectivement, j'ai été arrêté en 1986, en octobre 1986, exactement le 12 octobre 1986. Mais avant moi, il y a beaucoup de mes camarades qui avaient été arrêtés. Et les premières arrestations des militants des forces de libération africaine de Mauritanie ont eu lieu le 4 septembre 1986. 1986, ce qui est caractéristique, c'est la distribution ou la publication du manifeste des Négro-Mauritaniens opprimés par les Flammes. Cela produit une forte répression du mouvement. Pendant cette période, c'était les militaires qui étaient au pouvoir. C'était un pouvoir d'exception. Ce pouvoir, donc, s'opposait à toute expression politique qu'il n'initiait pas ou qui ne venait pas d'eux. Mais malgré tout, il savait qu'il y avait des courants politiques
qui existait dans le pays, qui était clandestin organisationnellement, mais qui s'exprimait sur la voie publique par des déclarations ou par toute autre forme de manifestation. Parce que pour terroriser les négro-mauritaniens de l'armée, à l'époque, on a rendu un jugement unique. Ce jugement unique, un jugement unique parce que, au terme de la loi, le maximum de la peine pour un complot non suivi d'actes, c'était 10 ans de réclusion criminelle. En Mauritanie, ce que l'on appelait le passif humanitaire est en fait la somme de tous les événements survenus entre 1986 et 1991 dans le pays, des événements au cours desquels des Mauritaniens ont perdu la vie. Ces événements sont d'abord la tentative avortée du coup d'État de 1987. Cette tentative du coup d'État avait été orchestrée par des Halpoulars dans leur propre intérêt. Le coup d'État visait clairement à arracher le pouvoir aux morts au profit des Halpoulars. En ce qui concerne ce coup d'État, il y a quelque chose dont les Halpoulars ne parlent pas beaucoup ou ne parlent pas du tout. Si leur coup d'État avait échoué quelques heures seulement avant l'heure de son début d'exécution, c'est bien parce que les Halpoulars avaient été trahis par un Halpoular comme eux. Pourquoi ? Et pourquoi aucun des Halpoulars impliqués dans la tentative du coup d'État n'en parle? Qui est ce traître? Et pourquoi aucun des Halpoulars ne veut parler de cette trahison qui a causé le malheur des centaines de familles Halpoulars? Et là, il faut peut-être préciser que sur l'identité de ce traître, les Halpoulars ont toujours gardé un silence radio sur ce détail, et personne d'entre eux ne veut en parler. Donc c'est peut-être un linge sale qui s'est lavé en famille. En tout cas, après l'échec de cette tentative de coup d'État, il s'en est suivi ce qui s'en est suivi. Tous ceux qui avaient participé de loin ou de près à la préparation de cette tentative du coup d'État raciste ont été arrêtés, interrogés et jugés. Pour vous aider à mieux comprendre, on vous propose un retour sur cet événement avec le raciste extrémiste radical Boy Harouna. J'ai donc à m'entretenir avec vous sur le sujet des arrestations des militaires. La période ciblée, c'est celle de 1987. Parce que nous savons aujourd'hui qu'il y en a eu aussi d'autres. En 90-91. Donc je vais décomposer la question en deux parties. La première partie, je parlerai des arrestations, et en deuxième partie, je parlerai du procès et du verdict qui a été rendu par la Cour spéciale de justice le 3 décembre 1987 à Jreda. Mais avant, je voudrais tout simplement faire un bref rappel du contexte. Ça me semble nécessaire. Le 22 octobre 1987, date à laquelle des militaires noirs ont été arrêtés, c'est une période, une date qui se situe exactement à 13 mois de distance de septembre 1986, date à laquelle furent arrêtés les principaux responsables des flammes. C'est donc sans doute, soit dit en passant, cette proximité spatiale et cette temporelle et cette identité spatiale qui ont conduit certains à présenter les militaires comme étant une branche armée des flammes. On se rappelle qu'ils ont été présentés par certains, comme étant une branche militaire des flammes. Et c'est l'occasion pour moi de souligner que une nouvelle fois qu'il n'y a jamais eu un lien de quelque nature que ce soit, qu'il soit politique ou organisationnel, entre les militaires qui ont été arrêtés et les flammes, qui ont déjà été arrêtés une année avant l'arrestation des militaires. À l'époque, il régnait dans le pays des tensions, tantôt latentes, tantôt lancinantes, suite à ces arrestations-là. Et c'est dans ces conditions-là qu'il y a eu des arrestations. Avant de les aborder, je pense qu'il est nécessaire de répondre à la question de savoir pourquoi il y a eu le projet de coup d'État. La réponse à cette question, on peut la trouver à partir d'un constat et à partir d'un certain nombre de regards rétrospectifs sur certains éléments de l'histoire du pays.
l'enracinement et l'extension et l'affirmation du racisme d'État, qui est une forme d'oppression, appelle nécessairement, à un moment ou à un autre, une résistance des régimes. D'où 1966, avec le document historique des 19 cadres noirs dans lesquels il dénonçait de manière systématique et rigoureuse le racisme d'État qui s'instaurait déjà dans le pays. Document qu'actualise et que prolonge en 1986 le manifeste du Négro mauritanien. D'où aussi les différentes alertes lancées par des cadres noirs à la veille de l'indépendance, par le biais d'un certain nombre d'organisations, au nombre desquelles on peut citer l'UGOF, l'Union Générale des Originaires du Fleuve, qui est une organisation qui a été créée le 31 mars 1957, et l'UNM, l'Union Nationale Mauritanienne, qui a été créée en 1959, en juillet. Ces cadres ont déjà à l'époque exprimé leurs doutes, leurs craintes, leur appréhension quant à une possible coexistence paisible et viable dans le cadre d'un État unitaire entre les négro-africains et les arabo-berbères. Déjà. Et de tout ceci, il découle une certaine chose. La mise en perspective de ces éléments d'histoire montre que le 22 octobre 1987 ne peut pas être considéré comme étant un événement accidentel. Parce que tout simplement, comme on vient de le voir, il n'y avait sous le ciel mauritanien aucune sérénité pour que le 22 octobre 1987 puisse apparaître comme un coup de tonnerre dans un ciel serein. Le 22 octobre 1987, vu sous cet angle-là, apparaît comme un événement qui s'inscrit dans une généalogie de résistance. Et par la force des choses, il a fini tout simplement par pénétrer l'institution militaire. Ces considérations-là qui ont fait que certains officiers, au nombre de 6, ont porté un projet, celui de renverser le régime. Donc, au bout du compte, l'exécution du coup d'État a été programmée pour le 22 octobre, la nuit du 22 octobre 1987. Les arrestations ont eu dans la journée du 22 octobre 1987. Une centaine de militaires noirs ont été arrêtés, emprisonnés, regroupés et détenus à Jéréda, où 51 parmi eux seront jugés par la Cour spéciale de justice au cours d'une audience qui a démarré le 18 novembre 1987 et qui s'est terminée le 3 décembre 1987. Donc 51 parmi la centaine de Noirs qui ont été arrêtés seront jugés. Parmi eux, il y a un officier supérieur, un colonel, il y a 21 officiers subalternes, il y a 16 officiers supérieurs, sous-officiers supérieurs, 11 officiers subalternes. Il y a un commissaire de police et un agent des services du Trésor. Ils seront jugés donc par la Cour spéciale de justice du 18 novembre au 3 décembre 1987, date à laquelle il y eut le verdict, qui a été sanctionné par 3 peines capitales. Donc les lieutenants Sarr, Amadou, Sisseydou et Bassidi ont été passés par les armes le 6 décembre 1987 à Jéréda à l'aube. Après enquête, 51 officiers ou sous-officiers ont été jugés au cours du procès qui s'est tenu du 18 octobre au 3 décembre 1987. C'est ce jour que le verdict a été rendu. Des condamnations, dont 3 à la peine capitale, ont été prononcées. En exécution de ce verdict, le 6 décembre 1987, les lieutenants Sarr Amadou, Bassedi et Sissaïdou, les tétés pensantes de ce coup d'État, ont été passés par les armes. Les 35 autres condamnés ont été transférés à Walata en même temps que les militants des Flammes qui étaient emprisonnés à Nouakchott depuis 1986, suite à la publication du manifeste des Négro-Mauritaniens opprimés.
Il faut peut-être préciser que les activistes politiques alpulaars, condamnés à la suite de la publication du manifeste des Négro-Mauritaniens opprimés, n'étaient ni de près ni de loin impliqués dans la tentative avortée du coup d'État des Négro-Mauritaniens. Malheureusement, au cours de leur détention à Oualata, les hommes politiques signataires du manifeste avaient payé le prix du risque insensé pris par des alpulaars comme eux, mais qui se distinguaient particulièrement par un racisme extrémiste violent. Dans une publication parue le 12 décembre 2023 dans le journal en ligne Cridem, et parlant des événements passifs qui ont marqué tragiquement la vie du pays, Alassane Harouna Boye avait écrit que les faits historiques de ces événements doivent être restitués de manière objective et exhaustive pour trouver des réponses aux questions: qu'est-ce qui s'était passé? Quand? Pour quelles raisons? Et qui est responsable de quoi? Dans son article, Alassane Harouna, impliqué lui aussi dans l'organisation du coup d'État alpulaar manqué de 1987, revendique et assume sa responsabilité ainsi que celle de ses complices dans les agissements qui leur ont été reprochés. Maintenant, par rapport à la somme de tous les éléments constitutifs de ce que certains appellent le passif humanitaire, la tentative du coup d'État avorté de 1987 ne représente qu'un des maillons de la chaîne que composent les différents éléments qui opposent certains activistes alpulaars à ce qu'ils appellent le système. Il faut peut-être préciser que ce système auquel font face des opposants alpulaars est une sorte de coalition soutenue par d'autres personnalités politiques et publiques alpulaars. Mais ces derniers, même s'ils revendiquent des droits, refusent de se verser dans l'extrémisme raciste qui menacerait la cohésion et l'unité nationale. Face donc au régime, et quel que soit ce régime, il y aura donc toujours une frange d'activistes politiques alpulaars qui mettront en avant plusieurs revendications. Parmi ces revendications, il y a cette éternelle revendication en rapport avec la problématique de la langue arabe, langue officielle, que les alpulaars considèrent comme un obstacle à toute promotion des cadres et intellectuels négro-mauritaniens. Parmi ces revendications, il y a par ailleurs une revendication pour le règlement administratif du passif en rapport avec la radiation de nombreux militaires négro-mauritaniens, survenus après la tentative avortée du coup d'État de 1987. Bonjour, bonsoir ou bon après-midi selon les endroits où vous êtes et d'où vous suivez cette chaîne, la chaîne indépendante du journaliste et chroniqueur mauritanien Mohamed Chigali. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.
ceerno wi en calmini julɓe ɓe en jaɓi nelal ngal bismillahi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم amin بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Face donc au régime, et quel que soit ce régime, il y aura donc toujours une frange d'activistes politiques alpulaars qui mettront en avant plusieurs revendications. Parmi ces revendications, il y a cette éternelle revendication en rapport avec la problématique de la langue arabe, langue officielle, que les Alpulaars considèrent comme un obstacle à toute promotion des cadres et intellectuels négro-mauritaniens. Parmi ces revendications, il y a par ailleurs une revendication pour le règlement administratif du passif en rapport avec la radiation de nombreux militaires négro-mauritaniens, survenus après la tentative avortée du coup d'État de 1987. Il y a une autre revendication. Une revendication qui demande le règlement du passif en rapport aux conséquences des événements de 1989. Ces événements qui ont engendré des déportations massives, un exil forcé pour certains, l'expropriation des terres de la vallée appartenant à des Alpulaars. Il y a enfin une revendication pour le règlement du passif en rapport cette fois avec l'assassinat des 28 négro-mauritaniens qui auraient été pendus à Inal, ce qui compte tenu d'un élément nouveau reste à prouver. Contrairement donc à ce que peuvent penser certains Mauritaniens, les problèmes que revendiquent certains Alpulaars ne sont pas seulement les problèmes liés aux conséquences des événements de 86, 87, 89 et 91. Ce qu'il est bon à savoir est que, à toutes ces revendications, les Alpulaars revendication d'une identité propre à eux. Une identité qui les distinguerait de toutes les autres communautés. Les Alpulaars revendiquent par ailleurs le droit de propriété sur la vallée, même si, sur le plan démographique, ils ne représentent qu'une des composantes des habitants de cette vallée. Les Alpulaars revendiquent aussi une égalité de droit par rapport à la composante arabe du pays. Mais plus grave encore, ils revendiquent l'autorité sur toute la vallée par une autorité administrative exclusivement négro-mauritanienne, comme mentionné dans le manifeste des 19, manifeste qui met en lumière toutes les vraies revendications de la classe intellectuelle alpoulaar de l'opposition. Au vu de cet ensemble d'éléments, on comprend bien que la problématique posée par certains Alpulaars de Mauritanie ne se limite pas uniquement à un règlement de passif. Elle va au-delà de cette demande pour dessiner les contours d'une guerre idéologique de sécession aussi bien sur le plan culturel que sur le plan géopolitique, une guerre idéologique de sécession qui revendique une certaine autonomie qui détacherait la communauté alpoulaar des autres composantes communautaires qu'elles soient Maures, Soninké, Wolof ou Aratine. Le gouvernement mauritanien, sous mandat de Ould Ghazouani, a décidé en octobre 2025 d'indemniser les victimes des événements survenus dans le pays entre 1989 et 1991. Une indemnisation à hauteur de plus de 27 milliards d'anciennes ouguiyas pour solder définitivement le dossier du passif humanitaire. Un montant qui s'ajoute à un autre montant qui avait été déjà versé à ces mêmes victimes sous le régime de la transition de Ould Abdelaziz. Qui s'ajoute également à des financements d'assistance aux réfugiés retournés dans le pays sous le régime de Sidi Ould Cheikh Abdallahi. La solution préconisée par le régime actuel se heurte au barrage des activistes politiques réfugiés en Europe ou aux États-Unis qui ne veulent apparemment pas du règlement de ce passif et optent plutôt pour faire traîner les choses. Il exige que le règlement de ce passif passe par une justice transitionnelle avec ses composantes, qui sont vérité, réconciliation, devoir de mémoire et réparation. Alors c'est quoi la justice transitionnelle? La justice transitionnelle, c'est en premier lieu vérité et dignité, réclamer le respect de leur dignité, qu'on leur dise la vérité sur ce qui s'est réellement passé. La vérité est considérée comme la seule catharsis favorisant le pardon et la réconciliation nationale. Justice et abrogation, donc l'abrogation de la loi d'amnistie de 1993 est impérative pour que les auteurs répondent de leurs crimes. Les piliers de la justice transitionnelle disent la solution doit reposer sur les 5 devoirs suivants. La justice, la vérité, réparation, mémoire et le pardon pour clore définitivement le dossier. Cette condition imposée par des politiciens et des activistes de la société civile qui le plus souvent ne sont ni victimes ni ayant droit est difficile à tenir par le gouvernement. Elle est peut-être même impossible à tenir par le gouvernement parce qu'elle fera passer ce règlement par l'abrogation de la loi d'amnistie de 1993, une loi qui actuellement obstacle complètement la possibilité de la tenue d'un quelconque procès. Dans la réalité, le règlement du passif humanitaire qui passerait par une justice transitionnelle ne profitera pas aux victimes et aux ayants droit. Simplement parce que la tenue d'un tel procès prolongerait d'une durée indéterminée le règlement du passif. Simplement parce qu'une enquête même menée par une commission indépendante exigerait évidemment de mettre en place des enquêteurs qui seraient en charge de cette enquête, une enquête qui prendrait un temps au cours duquel peut-être les dernières victimes, les derniers ayants droit, et les dernières veuves peuvent mourir par limite d'âge. En plus de tout cela, il faut tenir compte aussi d'un autre élément. Celui que les présumés tortionnaires et auteurs de crimes ne peuvent être tenus coupables que par des preuves matérielles.
Et évidemment, il sera difficile pour les victimes de réunir et de verser dans les dossiers des preuves matérielles. Et d'autre part, les dossiers dont le nombre ne peut pas être déterminé que par les résultats d'une enquête dans des affaires dont les témoignages ne reposent pour la plupart du temps que sur des rumeurs le plus souvent infondées. L'identification des dépouilles des disparus. Parce que beaucoup de familles de victimes ne savent pas où se trouve le corps de leur mari, de leur papa. Beaucoup de Mauritaniens, Alpulaar et autres, pensent qu'il vaut mieux donc de revenir à la décision prise par les autorités actuelles pour régler ce douloureux problème à l'amiable plutôt que d'attendre éternellement à cause de slogans creux criés par des opposants politiques au régime, des opposants à l'abri des besoins et très loin des réalités que vivent les victimes et ayant droit terrassés par la misère et la pauvreté dans le pays.